Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live du CHRU de Nancy, ouvert à vos questions et à vos commentaires directement sur la page Facebook. Vous connaissez le principe maintenant. Nous allons parler aujourd'hui des opportunités d'emploi qu'offre l'établissement. Vous entendez, je n'en doute pas dans les médias, que les hôpitaux sont en pénurie de personnel au CHRU de Nancy, comme ailleurs, avec des conséquences bien sûr très concrètes sur les organisations et les missions du service public hospitalier. Pourtant, des offres d'emploi, le CHRU de Nancy en propose. Des professionnels du soin dans plusieurs spécialités, bien entendu, sont recherchés, mais pas seulement. Pour répondre aux nouveaux besoins de l'hôpital en matière technologique et organisationnelle, il faut bien entendu aussi de multiples autres profils, des techniciens, des techniciennes, des informaticiens, des informaticiennes, des ingénieurs, que sais-je encore. De toutes ces questions, nous allons parler tout à l'heure avec le chef du département ressources humaines et affaires sociales du CHRU de Nancy, Jérôme Malfroy. Mais nous allons commencer maintenant avec le témoignage d'une infirmière du CHRU de Nancy qui exerce son métier depuis plus de 10 ans maintenant dans ce qu'on appelle l'équipe de secours. Bonjour Audrey Muller. Merci d'avoir trouvé le temps de prendre sur votre temps pour venir nous voir pendant quelques minutes et témoigner. Vous êtes une IDE, comme on dit dans le jargon professionnel, une infirmière diplômée d'État. Alors, je voudrais juste une petite précision. Équipe mobile de secours, on peut avoir l'impression comme ça que ça a à voir avec les urgences, mais c'est pas ça en fait. C'est quoi ? Alors non, c'est pas ça. Donc effectivement, moi je suis infirmière depuis plus de 13 ans maintenant. Oui. Le poste qu'on m'avait confié donc à l'époque, c'était infirmière équipe secours. Donc ça ne parle à pas beaucoup de personnes. En fait, infirmière équipe secours, je suis déployée un petit peu sur tous les sites de Nancy et sur tous les services des hôpitaux. Je remplace notamment des personnes, mes collègues infirmières qui sont soit en arrêt maladie, accident de travail ou autre, ou notamment aussi les congés maternité, qui sont forcément assez longs. Donc je remplace sur des missions qui vont de 1 à 4 mois maximum, voire un peu plus si le service a besoin encore de longer. Je suppose que l'avantage de ce travail, de cette spécialité, équipe de secours, ça vous permet de connaître plein de services du SUV et plein de spécialités de soins. Alors effectivement, on dit qu'on est des infirmières polyvalentes. D'accord. Après, on connaît la base de notre travail. Hein. Après, effectivement, chaque service a sa spécialité. Donc, ça nous amène à nous ouvrir sur d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir si on restait dans un secteur classique. Donc, moi, ça m'apporte beaucoup. On se remet en question tous les jours. Dans chaque service où je vais, à chaque fois, je me remets en question, je me repose des questions, à savoir si je fais bien. Je tourne aussi bien en chirurgie cardiaque qu'en urologie, qu'en neurochirurgie. Donc, c'est des spécialités complètement différentes les unes des autres. Et on vous prévient, la structure hospitalière vous prévient combien de temps à l'avance pour vous dire, dans 3 semaines, vous serez à tel endroit ou comment ça se passe ? En général, on le sait le mois d'avant. D'accord. On sait que sur l'hôpital central, les plannings sont faits à peu près le 15 du mois. Donc, je vais le savoir en début de mois pour le mois d'après. Et si je reste dans le secteur 3-4 mois, je le sais pour 3-4 mois. Et après, on me donne d'autres informations si je dois changer de service. Alors, on va essayer de vous connaître un petit peu plus. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Alors moi, c'est un métier que je fais depuis 13 ans, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, par passion, par envie, parce que j'aime m'occuper des gens. J'aime leur rendre service. Je m'occupe de ces patients comme si en fait c'était ça peut paraître bizarre, mais comme si c'était un membre de ma famille en fait installé dans le lit. Petit papy de 80-85 ans, ça peut être mon grand-père, 60 ans mes parents.
Donc voilà, j'y mets toute ma volonté, toute ma passion pour m'occuper d'eux et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. C'est quelque chose de valorisant, cette empathie. On peut dire aussi, oh là là, toujours s'occuper des autres, ça peut être pesant. Est-ce qu'on existe là-dedans, dans Alors, cette on relation? existe, oui, parce que les patients nous le rendent bien. On a beaucoup de reconnaissance des patients, beaucoup de remerciements des patients, beaucoup de la famille aussi, quand on s'occupe pas Les d'un patient, proches? des proches, beaucoup. C'est vrai que quand le patient arrive très mal dans notre service, finalement, qu'il en ressort beaucoup mieux. On a voilà, des petits cadeaux, des petits présents des patients, de la famille, et ça va droit au cœur, effectivement. Aujourd'hui, le métier d'infirmière a beaucoup, et d'infirmier, parce que Oui, c'est bien vrai sûr. on a tendance à beaucoup féminiser, même si la proportion de femmes est bien plus importante, mais il y a aussi des infirmiers, ne les oublions pas. C'est un métier qui s'est beaucoup professionnalisé, hein. Je le disais tout à l'heure, il y a la technologie, l'informatique, Oui. des contraintes administratives, un suivi qualité, des choses qui peuvent paraître pesantes. Comment est-ce que vous gérez cette évolution? Comment ça se passe dans votre... Alors c'est vrai qu'effectivement, depuis que moi j'ai commencé à travailler, on a beaucoup de logiciels qui nous aident à nous occuper de nos patients. Donc on a tout informatisé en fait. On n'a plus de traces papier, quoi que ce soit. Tout informatisé, aussi bien un logiciel pharma pour toutes les prescriptions médicamenteuses de nos patients, un logiciel DXCare pour tout ce qui est paramètres, etc., tension, tout est noté. On n'a plus besoin de nos crayons, si j'ai envie de dire, tout est informatisé. Par rapport à ça, on a quand même des formations, hein, ils mettent en place le logiciel, on n'est pas tout seul, on a des formations qui se font à côté et on a toujours, si besoin, un numéro de téléphone si on a besoin d'aide au niveau de ces logiciels. D'accord, c'est des formations que vous demandez, qui vous sont proposées. Alors, c'est des formations qui sont obligatoires dans le sens où si on n'a pas ces formations, le logiciel est quand même assez complexe, donc on n'a pas toutes les notions suffisantes pour pouvoir Bien sûr, utiliser le logiciel. bien C'est une sûr. formation en fait que les cadres de chaque service nous proposent. Voilà, donc vous l'avez évoqué, le travail d'équipe. On a toujours quelqu'un, vous dites, on n'est jamais tout seul. Ce travail d'équipe à l'hôpital, il est souvent mis en avant. Est-ce que ça compte dans vos pratiques? Alors vous, en plus, qui allez de service en service, vous rencontrez des équipes différentes à chaque fois. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, effectivement, on a l'infirmière, mais on a aussi nos aides-soignantes, nos ASH. Donc, ASH, ASH, c'est les agents de services hospitaliers qui sont là en fait pour l'entretien des chambres, repas, petit déjeuner dans certains secteurs. Donc finalement, on a besoin de tout le monde. Effectivement, l'infirmière a son rôle premier, mais si on n'a pas l'aide-soignante qui nous aide pour les toilettes de nos patients, nous, on ne peut pas poursuivre les soins. Et si on n'a pas l'ASH qui nous aide pour la bonne hygiène du service, nous, nos soins ne seront pas de bonne qualité non plus. d'accord. Donc c'est ce petit cocon-là, cette équipe, cette structure de 3 personnes qui fonctionnent ensemble. Ah, voilà, effectivement, c'est ça. C'est trois personnes. On a besoin de chacune d'entre nous a besoin de l'autre pour pouvoir avancer sur son travail tout au long de la journée. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Vous êtes la chef? Alors, beaucoup me disent effectivement, ah bah Audrey, t'es la chef, je t'écoute. Moi, je ne le prends pas comme ça. Si j'ai pas mon ASH qui va me faire la chambre de mon patient, je vais pas pouvoir faire mon soin. Si j'ai pas mon aide-soignante qui va m'aider à faire la toilette du patient, encore une fois, je vais pas poursuivre mes soins. Donc moi, non, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous au même niveau. Et mes collègues qui me reconnaîtront, je pense, ne diront pas le contraire. Alors il n'y a pas de hiérarchie, j'ai envie de dire, au pied du patient pour prendre Voilà, exactement. en compte ses besoins. En revanche, souvent est invoquée la hiérarchie hospitalière. On dit que c'est une grosse structure, un CHU, un centre hospitalier universitaire, c'est très gros. Est-ce que c'est lourd, cette hiérarchie de l'hôpital? Alors, effectivement, on a quand même comment je dirais, on a quand même notre cadre au-dessus, notre cadre supérieur, donc on est toujours regardé si on fait les choses comme il faut le faire. On a quand même comment je dirais,
je ne sais plus trop comment je voulais amener la chose, mais on est obligé de faire face à certains devoirs Bien dans sûr, le service. des devoirs professionnels. Des devoirs professionnels pour effectivement subvenir à tous les besoins Bien sûr. de nos patients. Donc après, on a effectivement aussi besoin de notre cadre pour diverses questions que nous, infirmières, aides-soignantes ou ASH, on ne peut pas se débrouiller toute seule non plus. Alors, je voulais vous poser une question un petit peu délicate, mais je vais la faire en deux temps. Premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire, à l'heure d'aujourd'hui, là, dans l'environnement actuel pandémique, avec les pressions sur l'hôpital, comment vous gérez vos journées? Alors, les journées sont très longues. Enfin, sont très longues. On travaille en 12 heures, donc c'est des services de 7 heures à 19 heures, en théorie, parce que la plupart du temps, on n'est jamais quitte à 19 heures. C'est très long, 12 heures, mais en même temps, c'est très court, parce qu'on a énormément de choses à faire. Oui. On nous en demande toujours plus et encore plus. Et on a des journées très fatigantes et très rythmées avec les sorties des patients, les entrées l'après-midi des patients, les soins des patients. Et mêlé à tout ça, on a des patients qui vont pas bien, donc on a des urgences qui se greffent sur notre travail, je dirais, quotidien. D'accord. Avec une rigueur et la précipitation, la rigueur, c'est un petit peu compliqué à gérer, je suppose. C'est un petit peu compliqué, mais effectivement, il ne faut pas se tromper. Il y a rigueur et précipitation, donc on peut faire les deux en même temps avec l'expérience qu'on a. Et il faut justement faire très attention parce qu'on peut être amené à faire des erreurs en se précipitant. D'où l'importance aussi d'avoir notre binôme aide-soignante qui peut pallier à certaines choses que nous, on n'a pas le temps de faire. Donc, on délègue à nos collègues. Alors justement, deuxième partie de ma question, eu égard à votre expérience, maintenant, de plus de 10 ans dans l'hôpital, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui postulent? Vous m'avez dit, il faut savoir pourquoi on fait ce métier. Oui, effectivement. Il ne faut pas se dire, je vais faire infirmière parce que, voilà, je me suis un peu perdue dans les couloirs, j'ai vu de la lumière, je ne savais pas trop quoi faire. Non, non, le métier, comme tout le monde le sait, est très dur. On travaille les week-ends, on travaille les jours fériés, on travaille à Noël, on travaille à Nouvel An. On loupe beaucoup de repas en famille, beaucoup d'anniversaires de nos enfants, beaucoup de moments en famille. Donc ça, il faut y penser. Il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Ça joue beaucoup sur aussi la vie personnelle. On rentre d'une journée de 12 heures, forcément, on est fatigué. Il faut gérer le quotidien à la maison, les enfants. Voilà. Après, ça reste un métier de passion. Moi, si on me dit demain, tu ne peux plus faire infirmière, me voilà bien embêtée parce que je ne sais pas ce que je ferai derrière. Donc voilà, il faut vraiment être passionné par son métier, avoir envie de s'occuper des autres et après, voilà, c'est plus qu'un. Dernière question, Audrey, je ne vais pas laisser vous partir comme ça. Est-ce que vous-même, dans votre propre carrière, vous avez aussi des possibilités d'évolution aujourd'hui? Oui, bien sûr, on a beaucoup de possibilités d'évolution. Une infirmière dans des services traditionnels peut faire l'infirmière du bloc opératoire, peut faire puéricultrice aussi, ou bien être amenée à faire cadre d'un service. Donc on a beaucoup d'évolution dans ce métier. Très bien. En tout cas, Audrey, merci pour votre participation, d'avoir pris sur votre temps. Et je voulais en profiter pour vous remercier aussi pour le travail que vous accomplissez et pour vous et pour vos collègues. Merci infiniment. Merci pour mes collègues et merci de votre invitation. Merci. Bonne journée. Je vous le disais, le CHRU de Nancy, comme beaucoup d'autres établissements hospitaliers en France, est donc confronté à une crise des recrutements. La raison n'en est pas seulement conjoncturelle avec la Covid, mais aussi structurelle, voire démographique. L'Agence régionale de santé du Grand Est rappelait récemment dans une conférence de presse que d'ici 3 ans, 30% des effectifs hospitaliers de toute la région seront partis en retraite. On comprend donc que toutes les forces vives du CHRU de Nancy soient mobilisées pour attirer de futurs professionnels. Pour en parler, je demande à Jérôme Malfroy, le chef du département des ressources humaines et des affaires sociales
de venir me rejoindre. Bonjour Monsieur Malfroy. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. On doit dire que vous êtes attendu sur cette rencontre dans le Facebook Live. Première question, de votre point de vue, est-ce que l'image de l'hôpital public s'est dégradée aujourd'hui et pourquoi, selon vous? Alors, je dirais que l'image de l'hôpital public, ça reste le service public préféré des Français. Oui. Et à mon sens, c'est aussi le témoignage de la reconnaissance que la population donne aux professionnels qui, au quotidien, comme ça a été démontré tout à l'heure par Audrey, que il y a une reconnaissance du travail qu'ils ont l'occasion de faire pour soigner des malades et ceux qui s'adressent à nous. Maintenant, je pense que l'image de l'hôpital correspond bien à ce qui vient d'être écrit, c'est-à-dire que tout le monde a conscience que travailler à l'hôpital aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est des tâches qui sont exigeantes, qui sont lourdes en responsabilité, en charge morale pour les professionnels qui sont au quotidien en présence des malades, mais également pour tous ceux qui les accompagnent, pour s'assurer que nos établissements puissent fonctionner au mieux. Et dans le contexte de la Covid, c'est sûr que ces difficultés-là sont majorées et que les contraintes auxquelles on est confronté sont plus nombreuses pour arriver à faire notre mission. Maintenant, l'hôpital public, depuis le début de cette crise, a montré aussi qu'il était en capacité d'assurer cette mission dans les meilleures conditions possibles, avec les moyens qui sont les siens. Je vais continuer un petit peu avant de passer à des choses plus concrètes. Travailler dans un hôpital public, pour vous, aujourd'hui, ça a quel sens? Alors, pour moi, si je viens d'abord sur mon expérience personnelle, oui. C'était un souhait de ma part que de travailler à l'hôpital public, parce qu'effectivement, pour moi, c'est une institution qui a du sens. Alors, j'avais pas d'antécédents dans ma famille de personnes qui travaillaient à l'hôpital, mais j'avais des gens qui travaillaient dans le milieu de la santé. Et puis, dans ma vie personnelle, j'ai eu l'occasion de voir le service public hospitalier accompagner des membres de ma famille et les soigner et les guérir. Et ça a été des éléments qui ont été marquants pour moi. Et oui. En ce sens, je voulais rejoindre cette institution. Je pense que ce sens que j'ai pu donner à mon travail à l'hôpital, il y a beaucoup de professionnels qui y travaillent aujourd'hui, qui doivent s'y retrouver. C'est-à-dire que l'institution de l'hôpital public, c'est une institution essentielle pour accompagner nos concitoyens dans des moments parfois difficiles. Et ça a du sens. L'hôpital public qui s'appuie sur des valeurs, on pourrait en rappeler quelques-unes. Alors sur les valeurs du service public hospitalier, en tout cas, il y a un principe d'universalité, un principe d'équité également et d'égalité dans la prise en soin de l'ensemble de nos concitoyens et des malades, et un principe de continuité également, de permanence de ce service qui constitue un des cœurs de sa mission d'ailleurs, et sur lesquels, par exemple dans le moment qu'on traverse, on est plus spécifiquement mobilisé encore. Oui, par exemple, et je voudrais te dire très concrètement, parce que je pense qu'on a parfois tendance un peu à l'oublier, les portes de l'hôpital public sont ouvertes 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Je crois que c'est important. Donc cette perte d'attractivité de l'hôpital public, on ne va pas éluder la question, on met aujourd'hui en avant la faiblesse des rémunérations. Alors, je pense qu'il y a des clichés qui courent encore sur l'hôpital public et sur les carrières qu'on peut faire à l'hôpital public. Moi, je pense que c'est important de noter que, à la faveur de la crise Covid, puisque la crise Covid a aussi amené les pouvoirs publics à se rendre compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés auxquelles on était confronté et qu'on pouvait en résoudre une partie. En tout cas, sur la partie rémunération, il y a eu un effort conséquent qui a été fait au cours de la dernière année qui vient de s'écouler et on a pu avoir quand même des évolutions de l'ordre de 10% des salaires. Si je donne quelques exemples, oui, s'il vous plaît. Un salaire d'entrée dans la carrière d'infirmière aujourd'hui, il est passé de un peu plus de 1 700 € avant la crise Covid à 2 000 € aujourd'hui en début de carrière pour quelqu'un qui rejoint un établissement de santé sans expérience professionnelle. D'accord. Donc, on va passer au concret. Vous êtes là pour faire la promo du CHRU de Nancy, quelque part. Donc, quels sont les métiers et les profils qui sont aujourd'hui recherchés par l'établissement en priorité? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, les personnels de soins, mais je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, en priorité, effectivement, notre recherche, elle porte sur les professionnels de soins. On a aujourd'hui à peu près 80 postes infirmiers vacants sur un peu plus de 2000 postes infirmiers qui sont offerts au niveau du CHRU. Donc, notre urgence
c'est effectivement de pouvoir pourvoir ces 80 postes. Mais on cherche également des professionnels dans d'autres cœurs de métier, par exemple dans les secteurs logistiques et techniques ou dans le secteur de l'informatique, où nos besoins existent également. Ça a été expliqué tout à l'heure. Il y a des nouveaux logiciels, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition. Et puis l'hôpital public, et un CHRU en particulier, c'est un environnement technique très spécifique, avec l'accès à plein de matériels différents. Et donc, il faut des ingénieurs biomédicaux, il faut des ingénieurs informaticiens, il faut des ingénieurs en bâtiment, parce que toutes les infrastructures de l'hôpital, c'est des structures complexes à entretenir et à faire vivre. Et donc, tout ça, c'est des éléments sur lesquels on recherche aujourd'hui des candidats. Est-ce que c'est un atout de postuler dans un CHU? C'est une grosse structure. Quels avantages ça peut avoir par rapport peut-être à des petits hôpitaux de proximité? En fait, l'intérêt de travailler à l'hôpital, comme dans un hôpital comme le CHRU de Nancy, à mon sens, c'est la diversité des expériences professionnelles qu'il peut offrir. Ça a été là aussi expliqué tout à l'heure par Audrey. Il y a un certain nombre de services avec des spécialités, des techniques différentes. Il y a nécessité sans doute de s'adapter à chaque fois à ces nouveaux environnements de travail. Mais je pense que pour quelqu'un qui souhaite avoir la possibilité de diversifier toutes les techniques sur lesquelles il souhaite travailler pour un métier d'infirmier ou même pour un métier d'aide-soignant, ça peut être intéressant que de pouvoir bénéficier de ce large éventail de services. De même, je l'ai dit tout de suite, en CHRU, on a un certain nombre de moyens de technologies spécifiques qui sont utilisées, que vous ne retrouverez pas nécessairement dans d'autres types d'établissements. Et donc ça, c'est un élément également qui peut constituer quelque chose d'intéressant pour les professionnels qui nous rejoignent, parce qu'on va pouvoir travailler sur des matériels, sur des choses comme ça qu'on n'aura pas l'occasion de voir ailleurs. Il y a également des opportunités de formation qui peuvent exister au CHRU de Nancy et qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Par exemple, le CHRU de Nancy a fait un programme de promotion pour proposer à des infirmiers qui seraient intéressés pour se lancer dans un nouveau métier, qui est le métier des infirmiers de pratique avancée, la possibilité de s'inscrire dans une formation pour ça. C'est une formation de 2 ans qui est sanctionnée par un master et à l'issue duquel on peut investir des fonctions qui sont à l'interface entre le métier d'infirmier et la profession médicale. Et donc, on a réussi à accompagner une vingtaine de professionnels dans ce projet professionnel et on continue à développer cette offre de formation. On propose également à d'autres types de professionnels des possibilités de promotion vers de nouvelles fonctions. Et très récemment, par exemple, devant les difficultés auxquelles on est confronté pour pourvoir nos postes infirmiers, on a travaillé pour que des aides-soignants, alors il y a toujours eu des possibilités pour les aides-soignants d'aller vers les fonctions d'infirmières, mais là on a essayé d'augmenter ces possibilités dans le cadre du prochain plan de formation qui sera celui du CHRU. Vous parliez tout à l'heure bâtiments, travaux techniques et ainsi de suite. On sait que le CHRU de Nancy, on l'a vu, pareil, dans la presse, va se déployer, va se réorganiser, va se reconstruire, oserais-je ce mot. Est-ce que ça va être un élan aussi? Est-ce que c'est une occasion à saisir pour faire venir partager ses compétences Alors pour les professionnels, en tout cas les jeunes professionnels, quel que soit leur cœur de métier qui vont nous rejoindre aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir une belle aventure à accompagner, puisqu'on est effectivement parti pour un chantier de reconstruction qui va s'étaler sur une dizaine d'années. Alors ça ne va pas se matérialiser immédiatement pour ceux qui vont nous rejoindre et même pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Il y a 10 années de préparation avant d'investir les nouveaux locaux. Bien sûr. Ça se fera par étapes. Bien sûr. Mais effectivement, il y a très peu d'établissements qui peuvent bénéficier d'un tel projet, avec un tel accompagnement d'ailleurs. Il y a un vrai intérêt à pouvoir participer dès à présent à la conception du futur bâtiment et du coup à pouvoir mieux se l'approprier le jour où on va être amené à y travailler. On le disait, on l'a entendu dans le témoignage d'Audrey, le travail en équipe. Elle a beaucoup insisté là-dessus. C'est une des caractéristiques du travail à l'hôpital. Est-ce que c'est encore une valeur porteuse? Et si oui, comment?
Je pense qu'aujourd'hui, pour des professionnels qui veulent s'investir à l'hôpital, ça reste une valeur porteuse parce que comparativement à un exercice soignant plus en libéral, je pense que la dynamique d'équipe propre à ce qui peut exister dans un établissement de santé, et en particulier au niveau du CHRU, c'est quelque chose effectivement qui peut faire la différence. Alors, je ne méconnais pas le fait que en libéral, il peut y avoir maintenant des dynamiques d'équipe qui sont plus fortes, des liens qui se développent avec les autres les acteurs de santé, mais à l'hôpital, c'est immédiat et c'est en très grande proximité. Et donc, je pense que là, il y a un intérêt à avoir ce travail en pluridisciplinarité, non seulement avec les collègues soignants dans la cellule que constitue le service, mais également avec les autres professionnels qui vont être amenés à travailler avec vous, les personnels de rééducation par exemple, qui sont aussi un élément important dans la prise en soin des patients, mais également tous les autres professionnels qui vont être amenés à travailler autour de vous pour vous permettre d'assurer votre activité. L'hôpital est en profonde mutation, moi je peux en témoigner, hein. Je suis là aussi depuis, comme Audrey, un petit peu plus qu'Audrey, donc beaucoup de mutations technologiques, beaucoup d'informatique, maintenant on nous parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça a un impact sur les métiers de l'hôpital et dans quel sens? Est-ce qu'on peut se projeter un peu et puis dire, ben voilà, c'est ce type d'activité, de compétences qu'il nous faudrait dans les années qui viennent? Alors, sur les métiers à l'hôpital, oui. De toute façon, il reste des cœurs de métiers sur lesquels finalement il y aura une certaine permanence. Oui. Sur les fonctions soignantes en particulier, les métiers de base restent bien ceux qu'on connaît, c'est-à-dire infirmier, aide-soignante, ASH, agent de service hospitalier, comme ça a été rappelé. Maintenant, à l'intérieur même de ces métiers, on voit que les compétences qui sont attendues sont différentes de ce qu'elles pouvaient être il y a un certain temps. Là encore, Audrey Muller a bien expliqué qu'il y avait des évolutions dans les pratiques. On a moins de papier, on a plus d'informatique. Ça veut dire que dans les compétences propres à chacun des soignants, on va leur demander d'avoir cette capacité d'adaptation à l'informatique qui va être plus grande, mais on restera quand même dans le cœur de leur métier sur le soin. Oui. À côté de ces métiers-là, il y a un certain nombre de développements effectivement qui existent pour ne serait-ce que mettre en place tout ce qui va avoir trait à l'exploitation des données par exemple. Donc dans les métiers de l'informatique, il y a beaucoup de choses en lien avec l'intelligence artificielle. Ça suppose du traitement de données. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des ingénieurs qui connaissent bien tous les sujets spécifiques à ces métiers-là et aux techniques qui vont avec. Donc il y a des métiers qui se développent là-dessus. Donc en informatique, il peut y avoir les data scientists par exemple ou des choses comme ça. D'accord. Alors, c'est des profils qui intéressent le CHRU de Nancy. Quand ces personnes postulent, quels sont les critères qui retiennent votre attention pour les sélectionner? Alors, sur ces métiers plus particuliers, très pointus, voilà, le processus de recrutement n'est pas à ce point spécifique en fait. D'accord. Dans les critères qui vont jouer principalement, on va analyser la motivation déjà des professionnels à rejoindre un établissement comme le CHRU parce que c'est un élément important. Vous parliez tout à l'heure de la question du sens et au fond, quand on est un professionnel qui veut faire ce type de métier, c'est intéressant de poser cette question de pourquoi venir travailler à l'hôpital public et pourquoi on est motivé pour venir à l'hôpital public plutôt que d'aller dans une société de service qui fait ça peut-être sur d'autres sujets que celui de la santé. Donc la motivation, c'est un élément important. La capacité à s'inscrire dans une équipe, parce que ces équipes-là, elles travaillent également en pluridisciplinarité et à plusieurs sur un même sujet. Donc le travail en équipe restera un élément important. Voilà pour donner quelques exemples de nos critères de choix. Et puis après, il y aura des questions plus pragmatiques, la disponibilité, et puis le délai dans lequel la personne est en capacité de se projeter dans son investissement à l'hôpital, par exemple. D'accord, ok. Pareil, vous parliez de sens, alors je vais poursuivre un peu la conversation. Faire carrière à l'hôpital, ça a un sens encore aujourd'hui? Et lequel?
En tout cas, je ne sais pas si ça a encore du sens, mais ce qu'on s'attache à essayer de faire, c'est effectivement d'offrir des opportunités pour qu'il puisse y avoir des développements de carrière à l'hôpital. Là encore, ça a été évoqué tout à l'heure avec Audrey. Il y a des opportunités qui existent et j'en ai parlé tout de suite. On peut accompagner des projets de formation pour aller vers des métiers différents de celui dans lequel on est entré au sein de l'établissement. Il y a des passerelles, c'est ça que vous dites. Il y a des passerelles, tout à fait. Il y a des passerelles, il y a des possibilités d'accéder à des formations qualifiantes, donc des formations diplômantes pour passer de aide-soignant à infirmier, parfois d'ASH à aide-soignant. Donc tout ça existe encore. Par ailleurs, l'hôpital public offre des déroulés de carrière plus classiques, avec des perspectives. Donc, les grilles viennent d'être réévaluées, par exemple. Les grilles les grilles salariales, les grilles de progression et d'ancienneté viennent d'être réévaluées. Donc ça constitue aussi des éléments qui peuvent être intéressants à étudier pour pouvoir se projeter. Ça reboucle avec la question que vous évoquiez tout à l'heure de la rémunération. Oui. Et ça vient en complément du premier effort qui a été fait pour repositionner les gens en début de carrière. Derrière, il y a aussi des déroulés de carrière qui ont été revus. Alors justement, le CHRU de Nancy est bien conscient des problématiques qui se posent aujourd'hui aux hôpitaux et vous avez mis en place des réponses concrètes pour le recrutement des infirmiers, en particulier les IFSI. Alors déjà, qu'est-ce que c'est IFSI pour les gens qui ne sont pas du sérail, et ça concerne les bourses d'études. Alors, l'IFSI, donc, c'est l'école infirmière, oui, pour faire très simple. Et dans le contexte dans lequel le CHRU évolue, c'est-à-dire notre constat, c'est que dans le bassin autour du CHRU de Nancy, finalement, le nombre de professionnels qui sont disponibles pour venir exercer les fonctions d'infirmier au sein de l'établissement est limité aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas il y a encore 5 ou 6 ans. Moi, quand je suis arrivé au CHRU de Nancy, il y avait encore des gens qui postulaient chaque fois qu'on publiait une offre de poste. Aujourd'hui, en dehors des dispositifs de sortie d'école, c'est moins vrai. Alors, pour faire face à ça, le CHRU de Nancy a souhaité engager une démarche à l'attention des étudiants, et en particulier des étudiants qui sont en dernière année de formation à l'IFSI. D'accord. L'IFSI, c'est 3 ans de formation. Donc, on propose aux étudiants sur leurs dernières années un dispositif de bourse d'études qui vise à leur verser un salaire pendant l'intégralité de l'année, la dernière année scolaire, en leur proposant en contrepartie de prendre un poste au sein de l'établissement, avec un engagement à servir au sein de l'établissement sur une période de 30 mois. D'accord. Le salaire qui est versé représente à peu près un peu plus de 1 450 €, je crois 1 490 pour être précis. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est spécifique au CHRU. En tout cas, le CHRU de Nancy a engagé cette démarche depuis plusieurs années maintenant, puisqu'on fait ça depuis 3 ans. D'accord. Voilà. Donc le salaire qui est versé, c'est un salaire mensuel. Donc ça représente un investissement non négligeable de la part de l'établissement pour essayer de recruter des jeunes professionnels qui sont en fin de formation, juste avant leur entrée dans le monde du travail. Vous m'avez parlé aussi de l'accueil possible en IFSI d'étudiants de médecine qui seraient en échec de leur première année. Expliquez-moi le principe. En fait, vous avez expliqué au début que l'ARS avait indiqué aux établissements et à toute la communauté autour de Nancy que dans les 3 ans qui viennent, il y aurait beaucoup de départs en retraite et qu'il fallait envisager les moyens de faire face à ces départs dès à présent. Et donc, dans ce cadre-là, on a imaginé un dispositif pour proposer à une vingtaine d'étudiants en médecine qui se retrouveraient à la fin de leur premier semestre de la première année de médecine en situation un peu difficile ou de décrochage, la possibilité d'intégrer l'IFSI en prenant en compte les acquis déjà de ce premier semestre et en bénéficiant d'un accompagnement spécifique pour conduire leurs études sur le 2e semestre à l'IFSI et du coup pouvoir poursuivre leurs études d'infirmier derrière. Donc aujourd'hui, l'école d'infirmier du CHRU de Nancy a augmenté son nombre de places d'une 20aine de places pour pouvoir accueillir ce type de profil. Et c'est effectif, ça fonctionne. C'est effectif, ça fonctionne depuis 2 ans bientôt. D'accord, d'accord. Enfin, un dernier dispositif qui concerne toujours les IFSI, c'est le dispositif de la seconde chance. Alors, oui, je vous froncer les sourcils, pourtant ça existe, ça aussi. Tout à fait. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a fait émerger cette année. Oui. Un des constats qu'on
qu'on fait aujourd'hui, c'est que parmi les étudiants qui rentrent en école d'infirmier, il y en a un certain nombre, comme dans toutes les filières d'études, hein, qui n'arrivent pas à aller au bout de leurs études. Et donc, c'est une perte quelque part, puisque comme on est sur des écoles qui ont un quota de formation qui est fixé à l'entrée dans la formation, tous les professionnels qui ne sont pas formés ou qui ne sortent pas diplômés, c'est autant de places quelque part qui sont perdues et de professionnels qui sont perdus sur le territoire pour venir pourvoir les postes qu'on a au niveau de l'établissement comme au niveau de tous les établissements du bassin de Nancy. Pour essayer de pallier à ça, l'IFSI de Nancy a proposé la mise en place d'un dispositif deuxième chance qui vise à permettre à des étudiants qui étaient en IFSI, qui sont retrouvés en situation d'échec, de pouvoir réintégrer l'école infirmière avec un dispositif d'accompagnement particulier pour qu'ils puissent reprendre leurs études et essayer d'aller au bout de leur diplôme, dès lors que ça correspond évidemment toujours à leur ambition et à leur projet professionnel. Oui. Mais c'est avec une limite d'âge, quoi. C'est quoi les contraintes? Est-ce que si j'ai suivi l'IFSI et que j'ai quitté l'IFSI et que je veux revenir, je ne sais pas moi, 5 ans plus tard, c'est encore possible ou pas? Alors en fait, on fait l'examen au cas par cas des copies qui se présentent pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Donc ça se fait au moment du dépôt du On nous pose la question de savoir est-ce qu'il y a une passerelle pour qu'une aide-soignante puisse intégrer un IFSI? Oui, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a effectivement des passerelles qui existent. Au niveau de l'établissement, on a un plan de formation dans lequel il y a des quotas, là aussi, en tout cas des possibilités d'accompagner des projets pour des aides-soignantes qui souhaitent intégrer l'IFSI. Alors, c'est pas forcément un parcours facile. On a essayé de le faciliter en simplifiant les démarches à partir de cette année pour permettre à des aides-soignantes qui arriveraient à obtenir le concours d'infirmiers pour sécuriser avec elles leur entrée dans l'école dans laquelle elles ont obtenu leur concours dans l'année ou les 2 années qui suivent, sachant que nous, on a un enjeu aussi à pouvoir accompagner les projets de chacun. Bien sûr. Donc, il faut qu'on puisse organiser leur départ vers l'IFSI en ayant la sécurité sur le plan du reste de l'organisation du service. Est-ce que tous ces dispositifs, je vais globaliser parce qu'on a une question sur le statut, est-ce que c'est accessible aux personnes qui sont fonctionnaires, et contractuels? Est-ce que si on est contractuel au CHRU de Nancy, on peut bénéficier aussi de ces dispositifs? Alors, en fait, donc, la formation, elle est ouverte aux professionnels qui sont contractuels ou aux professionnels qui sont statutaires. Mais pour ce qui a trait plus spécifiquement à la promotion professionnelle, donc c'est-à-dire à l'accès à ces écoles, en fait, aujourd'hui, on a travaillé à essayer de réduire les durées selon lesquelles les professionnels sont contractuels pour qu'ils intègrent plus vite la fonction publique et qu'ils soient donc plus rapidement sur un statut de fonctionnaire. Pour les aides-soignants, pour reprendre la question, on va ramener dans le courant de l'année 2022 cette durée de 24 mois de période contractuelle à 12 mois de période contractuelle. Donc normalement, pour un professionnel qui serait nouvellement embauché au niveau de l'établissement, entre le moment où il est embauché et le moment où il va éventuellement déposer une demande pour pouvoir aller éventuellement dans une école, il aura déjà eu dans l'intervalle sur les 12 mois qui vont séparer son entrée de son dépôt, son intégration dans la fonction publique hospitalière. D'accord. On vous pose une question très concrète aussi, le salaire de base d'une aide-soignante aujourd'hui? Alors le salaire, en tout cas en début de carrière pour une aide-soignante, c'est 1 760 € au tout début de carrière. Ensuite, la grille a été réévaluée, donc la grille d'évolution salariale a été réévaluée cette année et on va jusqu'à des salaires qui peuvent aller jusqu'à un peu moins de 3 000 € en fin de carrière. D'accord. On ne l'a pas encore évoqué, mais le temps passe. Je jette un œil sur la pendule. Il existe aussi à l'hôpital des dispositifs qui concernent l'apprentissage. Effectivement, on travaille de plus en plus avec les solutions d'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi exactement? En fait, l'apprentissage, c'est des dispositifs de formation en alternance, donc pour lequel l'apprenti signe un contrat avec le CHRU, au terme duquel il va pouvoir suivre
la formation dans l'école ou la structure universitaire dans laquelle il a à faire sa formation, Oui. Et venir ensuite en terrain de stage pour avoir une formation pratique sur le site du CHRU. D'accord. Donc on le fait dans un nombre de plus en plus grand de métiers. Vous évoquiez tout à l'heure le sujet des métiers spécifiques à l'informatique. Alors, on utilise de plus en plus le dispositif d'apprentissage pour des métiers de l'informatique, par exemple, où on propose cette solution-là, qui présente un intérêt. Il y a un salaire qui est associé à cette période d'apprentissage. Donc ça, c'est pour les candidats qui souhaitent pouvoir en bénéficier, c'est quelque chose d'intéressant. Et pour le CHRU, ça permet de contribuer à la formation, Oui. de bénéficier aussi de l'apport que les étudiants qui sont en apprentissage vont pouvoir leur amener, y compris sur le plan théorique. Et puis, éventuellement, si l'étudiant en tout cas en manifeste l'intérêt et que ça s'est bien passé au niveau du CHRU, nous sur ces métiers-là, qui sont des métiers où on a parfois du mal à recruter, si le contexte de travail convient, on peut proposer à la personne d'intégrer l'établissement. Une question un peu globale, que ce soit pour l'apprentissage, que ce soit pour les autres offres d'emploi. Je vais la poser un petit peu radicalement. Selon vous, qu'est-ce qui est mieux, de faire des candidatures spontanées ou de passer par des filières scolaires ou de passer par d'autres structures? Qu'est-ce qui est mieux? Alors, en tout cas, au niveau du CHRU, on étudie toutes les candidatures qu'on peut recevoir. Y compris là, par exemple, pour l'apprentissage aussi. Y compris pour l'apprentissage. En fait, on a de toute façon, quand on reçoit des candidatures, que ce soit pour l'apprentissage ou ailleurs, en fait, on sélectionne, on transmet aux services qui sont potentiellement concernés par le profil du candidat qui nous aura envoyé sa lettre de motivation et son CV, les éléments pour qu'il puisse nous dire oui, c'est susceptible de m'intéresser, c'est pas susceptible de m'intéresser. Et puis ensuite, tout va dépendre de l'opportunité. Est-ce qu'il y a un poste disponible ou pas? Alors, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de métiers sur lesquels il y a des postes, en tout cas. Et puis, de la négociation qui interviendra avec la personne en question sur les dispositifs d'embauche qu'on propose au niveau de l'établissement. Après, dans les solutions pour faire savoir qu'on veut postuler au niveau de l'établissement, oui. Il y a effectivement la candidature spontanée qui peut être adressée à la direction des ressources humaines. Il y a également un certain nombre de sites sur lesquels on peut retrouver les offres du CHRU. Comme par exemple? Donc le site du CHRU lui-même, qui est une bonne source d'information. Mais on utilise aussi des réseaux type LinkedIn ou d'autres sur lesquels les offres sont également relayées. Je vais profiter de votre présence parce que franchement, je ne peux pas m'adresser à quelqu'un d'autre. Vous avez quelques conseils pour rédiger le contenu d'une lettre de motivation? Je sais, c'est un peu la question piège, mais clairement, il faut dire quoi? Est-ce qu'il faut insister sur les valeurs? Est-ce qu'il faut insister sur ses compétences? Sur quoi? Pour moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir une certaine spontanéité dans l'écriture pour qu'on puisse essayer de percevoir un minimum de personnalité à travers la lettre. Et puis, faire valoir effectivement à la fois ses motivations de la manière la plus directe possible, sans doute, et les compétences sur lesquelles on est prêt à être mobilisé. Je pense que là-dessus, c'est important que les candidats soient clairs d'ailleurs sur dans quelles conditions ils sont également, où ils souhaitent rejoindre l'établissement. Quand je dis dans quelles conditions, c'est sur quelle spécialité particulière ou sur des choses comme ça pour que nous, on évite parfois de perdre du temps à leur proposer des choses qui ne seraient pas forcément adaptées à ce qu'eux souhaitent. D'accord. C'est important aussi de préciser ses disponibilités, sa vie de famille, ça c'est plutôt de l'ordre de l'entretien. Ça, ce sera plutôt de l'ordre de l'entretien. Après, ça a été rappelé tout à l'heure par Audrey, l'hôpital public, c'est un environnement exigeant. Donc, on a bien dit, on fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24. Tout à fait. Les candidatures ne peuvent pas être examinées non plus et on ne fera pas du sur-mesure. Oui, c'est clair. Je pense que c'est important que chacun en ait bien conscience. Et c'est pour ça que dans les éléments qui sont à mettre en avant, autant c'est important de préciser quel secteur d'activité est susceptible de plus nous intéresser. C'est clair que si la candidature fait tout de suite valoir un certain nombre de freins par rapport à cette exigence de fonctionnement 24 heures sur 24, ça sera plus compliqué. Très bien. Jérôme Malfroy, je sais, on me fait des signes, on me dit que j'ai des questions, mais il leur passe aussi. Alors la toute dernière question, est-il compliqué d'obtenir un détachement? Pour moi, c'est un petit peu nébuleux, mais dites-moi. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement en rapport avec le sujet, mais par contre, ça peut reboucler avec le sujet de la carrière. Vous pouvez intégrer l'hôpital et puis à un moment ou à un autre,
souhaitaient aller vers une autre fonction publique, par exemple. D'accord. Donc ça s'appelle potentiellement un détachement. Oui. C'est effectivement une possibilité. Maintenant, cette possibilité, elle se discute avec la personne en question. Et puis, Bien il va y sûr. avoir des sujets autour des délais selon lesquels on va pouvoir rendre les choses possibles. De la même façon, il y a des professionnels d'autres fonctions publiques qui peuvent souhaiter venir intégrer l'hôpital. Et donc là aussi, on travaille avec leurs employeurs et en tout cas, au niveau de l'établissement, on accueille des personnes qui sont en détachement. Eh bien, merci pour cette conclusion en rapport avec le thème. Merci Jérôme Malfroy pour cette participation à ce Facebook Live. J'en profite pour remercier la direction de la communication du CHRU avec Emeline Irielving, Adeline Fracaroli et Julie Muckensturm et les équipes techniques du département de la transformation numérique de l'établissement. Merci à tous et au revoir.